Aujourd'hui, direction le Kodokan à Tokyo pour découvrir comment se passe un Kangeko, c'est-à-dire, en traduction littérale, un entraînement d'hiver. Du temps de Jigoro Kano, le Kangeko durait un mois avec 30 randonnées par jour dès 5 heures du matin, les fenêtres ouvertes, dans un Tokyo sous la neige. Aujourd'hui, la tradition perdure avec quelques évolutions quand même. Heureusement pour nous, c'est 10 jours, de 5h30 à 7h30 tous les matins. Et s'il faut bien marcher dans le froid de Tokyo pour s'y rendre, au Kodokan, le dojo, lui, est quand même maintenant chauffé à 18 degrés. Plusieurs chapitres dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller vers ce qui vous intéresse avec votre curseur juste en dessous. Je vais partager avec vous quelques éléments de la vie à Tokyo, les règles à respecter au Kodokan, le type de cours de judo, le style de randonnée pratiqué, et puis encore des petits bonus qui concernent ce Kangeko. Juste avant de commencer, sachez que vous pouvez recevoir le journal que j'ai tenu pendant 10 jours, comme un journal de bord en fait, en vous inscrivant dans le lien en description. Ça vous fera un mail chaque jour à 6 heures du matin, à votre réveil, avec à chaque fois une réflexion, une info, un conseil que j'ai reçu lors de ce Kangeko. Et vous verrez que mon expérience fut très très spéciale et inattendue. J'en parle pas dans cette vidéo, je vous laisse découvrir ça à travers mon journal de bord. Enfin, si vous aimez le Japon et que vous espérez davantage de contenu sur le judo japonais, dans d'autres dojos que le Kodokan par exemple, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un pouce ou un commentaire, partagez cette vidéo à vos amis judokas parce que c'est vraiment un soutien très précieux qui me permet de pouvoir continuer à créer du contenu. Allez, c'est parti, départ pour Tokyo. C'est la 5e fois que je me rends au Japon. Je commence à être rodée pour faire ma valise. D'ailleurs, un épisode est en cours de préparation sur ce point et le lien sera, ou est déjà, selon le moment où vous regardez cet épisode, en commentaire. Arrivé à l'aéroport, je retrouve tout ce qui fait que Tokyo est si particulier pour moi. Donc, quelques échantillons. Déjà, le système de transport avec des cartes prépayées, c'est hyper pratique. Il suffit de les recharger de temps en temps et on peut se balader partout dans Tokyo avec ça. Pas besoin de tickets. Les métros qui sont super profonds, donc là, faut pas avoir peur des marches d'escalier, mais c'est bien, ça fait travailler les cuisses. Une signalisation de métro vraiment super facile. Si jamais c'est votre premier départ, ne vous inquiétez vraiment pas sur les transports. C'est très très facile de s'y retrouver. Les plans de rue, un peu partout, c'est bien utile, surtout si vous n'avez pas de forfait internet sur place. Alors attention, ces plans sont toujours orientés non pas avec le nord en haut, comme nous on le fait toujours, mais dans le sens de ce que vous voyez face à vous. Au début, ça perturbe un peu, faut le savoir, mais une fois qu'on s'y habitue, je trouve que c'est presque plus pratique que nos plans à nous. Et puis bien sûr, toutes ces lumières partout, les pubs sonores dans la rue aussi, il y a toujours du bruit, des petites musiques, des petites voix, ça c'est Tokyo. Et nous voilà arrivés au Kodokan. Alors si on a un petit budget, après le voyage avec Air China, avec une escale parce que c'est vraiment le moins cher, le mieux c'est de choisir le dortoir du Kodokan. C'est franchement un dortoir de luxe entre guillemets, surtout pour les filles parce qu'on est très peu nombreuses, où on a un peu chacun notre box. Et franchement, il y a de la place, c'est assez spacieux, il y a des petits rideaux pour se sentir isolé quand on dort, c'est vraiment bien fait. Les autres chambres sont aussi d'un excellent rapport qualité-prix, même celles qui sont sans salle de bain ni toilette, c'est ce que j'ai pris sur ma 2e semaine et c'était vraiment parfait. Il faut savoir que la salle de bain et les toilettes à l'étage sont toujours hyper propres. On est au Japon. L'avantage de loger au Kodokan, c'est que c'est beaucoup plus facile pour gérer sa valise et ses judogi. On peut s'habiller sur place avant de monter au dojo au 7e étage, prendre sa douche directement près de sa chambre et pas besoin de traîner son judogi dans la journée ou de devoir repasser par son hôtel avant ou après le cours. Pour le Kangeko, c'est donc chaque matin à 5h20 que je monte au 4e étage, le passage obligé avant d'entrer dans les dojos. C'est là qu'on se déchausse pour accéder donc à tous ces dojos qui sont aux étages supérieurs. Et le Kangeko, lui, se déroule dans le grand dojo, c'est-à-dire au dernier étage. C'est assez récent que nous sommes tous au dernier étage, puisque jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les filles étaient au 6e étage, les enfants au 5e, je crois. Enfin, il y avait des groupes séparés. Maintenant, on est tous au grand dojo, au 7e étage. Ici, il y a plusieurs règles à respecter assez différentes des dojos en France. Par exemple, tu salues le dojo et non pas le tatami. Et saluer le dojo, c'est vraiment capital. Par contre, une fois que tu es dedans, plus besoin de saluer le tapis à chaque fois que tu sors ou tu rentres. D'ailleurs, tes pieds nus partout, tout est super propre partout. On va toujours saluer les hauts gradés lorsqu'on arrive. Et puis, dans un cours, on salue toujours de façon à ce que personne ne tourne le dos à Jigoro Kano. Et le plus gradé à droite par rapport à Jigoro Kano. Donc, les couples qui se saluent, par exemple, pendant le cours technique, sont toujours orientés dans le même sens. Durant les cours, voilà ce qui m'a marqué. D'abord, tous les matins, ça commence par 15 minutes tous ensemble pour des assouplissements. J'ai vraiment compris pourquoi les Japonais sont si souples. En tout cas, c'est peut-être l'une des explications. Je me suis dit, bah oui, si tous leurs cours, depuis qu'ils sont tout petits, commencent comme ça, forcément, au bout d'un moment, ça fait son effet. Une partie de ce premier échauffement est aussi en lien avec la mobilité judo, comme par exemple ce type d'abdominaux que les professeurs ne manquent pas ensuite de rappeler lorsqu'on travaille le newaza.
Dans cet échauffement, il y a aussi toujours des chutes depuis la position assise d'abord, comme si c'était vraiment important de surtout frapper, arrière, latéral, et puis des chutes classiques avant par la suite. Ici, chuter fait vraiment, vraiment partie du B à bas du judoka à répéter toute sa vie, comme les uchikomi en fait. C'est aussi important que les uchikomi. J'ai vraiment compris qu'en fait, c'est simple, il n'y a pas mieux pour progresser que d'avoir un bon uke. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience. Et donc, c'est important qu'on soit tous d'excellents uke pour nous faire progresser les uns et les autres. D'où l'importance de chuter encore et encore avec l'exigence d'une chute propre. Ensuite, on est répartis en 4 groupes. Donc les enfants, d'un côté, qui ont aussi des ceintures de couleurs, même si ce n'est pas exactement les mêmes couleurs que nous, parce que par exemple, les 2 premières années, les enfants ont des ceintures bleu ciel et bleu foncé. Et puis ensuite, ils ont bien jaune, orange, verte. Du coup, il n'y a pas de ceinture bleue, c'est directement la violette et marron. Les femmes, en deuxième groupe, tout niveau confondu. Troisième groupe, ce sont les hommes qui sont débutants, où là on voit qu'ils sont tous ceinture blanche parce que pour les adultes, c'est ou on est ceinture blanche ou on est ceinture noire, il n'y a pas de ceinture de couleur. Et puis le quatrième groupe, c'est les hommes confirmés, tous ceinture noire, mais c'est un groupe dans lequel les femmes confirmées peuvent aussi aller si elles préfèrent. On y retrouve quelques étrangères, parfois une ou deux japonaises, c'est plus rare. Chaque groupe commence par son échauffement avec uniquement de la mobilité judo. Je vous donne juste quelques exemples. Beaucoup de crevettes avec des détails très précis sur comment les réaliser. C'est ça qui m'a marqué, c'est la précision, l'exigence du geste en fait. On ne nous dit pas juste faites des crevettes, on est corrigé. D'ailleurs là, on nous a montré qu'il y avait plusieurs variations de crevettes arrière avec à chaque fois une logique de pourquoi on l'a fait comme ci ou comme ça. Autre exemple, ce sont les tractions au sol qui se font en lien direct avec l'oseikomi. On relève bien, on insiste sur le fait qu'il faut bien relever la tête et le buste à chaque fois pour mettre du poids au niveau de son ventre dans le tatami et bien écarter les jambes pour la stabilité et bien placer les pieds en un petit peu, on va dire, accent circonflexe. J'ai vraiment compris que cette répétition, avec la précision du détail, permet d'acquérir d'excellents réflexes ensuite au sol et fait que le corps va donc pouvoir s'exprimer correctement tout seul en randori ou en combat. Ça crée des automatismes. Donc ça, ce sont juste des exemples. On avait chaque matin 4-5 exercices à effectuer, à peu près toujours les mêmes. Cette mobilité est aussi proposée debout avec des exercices toujours liés au judo, au tachiwaza en l'occurrence. Exercices que pour le coup, je trouve, on fait régulièrement aussi en France. Donc par exemple, des sortes de sotogari ou de même balayage sous forme de tando kurenshu, en sautant, etc. La partie technique du cours, elle est similaire à ce qu'on fait en France, c'est-à-dire que le sensei, il explique et ensuite on travaille. Les 5 différences importantes que j'ai notées sont les suivantes. D'abord, le sensei compte toujours les étapes qu'il faut pour réaliser une technique. 1, 2, 3, enfin en l'occurrence, ich, ni, san. Cela facilite beaucoup, je trouve, vraiment la bonne reproduction de la technique parce que par exemple, le déséquilibre, il est toujours compté comme une étape. Donc, si on entend compter en regardant 1, on pose le pied là, 2, on fait le déséquilibre, et 3, on pose ce pied-là où on fauche, en fait, on ne peut pas oublier certaines étapes, on ne peut pas oublier le déséquilibre. Ça devient quasiment mathématique, un petit peu comme un robot, mais je trouve que finalement, pour avoir des bons placements de base, vraiment, c'est super. Et moi, par exemple, Tai Otoshi, c'est une technique que j'aime pas, que je sais pas bien faire. Et là, j'ai vraiment réussi à super bien la faire, juste avec ce système de 1, 2, 3. Ça me faisait bien me placer. Je pense évidemment aussi que c'est parce que j'avais un très bon uke, on y reviendra d'ici peu. Deuxième grosse différence, c'est qu'on passe régulièrement par des moments de tando kurenshu. C'est une partie qui est vraiment intégrée au cours. En plein milieu, de temps en temps, on passe du tando kurenshu avec un partenaire et on alterne comme ça, on va de l'un à l'autre. Ça m'a confirmé encore une fois ce que j'avais découvert d'ailleurs lors de mes premiers séjours et qui m'a amené à carrément créer un programme spécial sur le tando kurenshu qui s'appelle Judo Salon pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un programme où je retransmets comment le tando kurenshu est pratiqué au Japon et comment, pour moi en tout cas, c'est vraiment une source de progression très très précieuse qui en plus, on a la chance, on peut le travailler depuis chez soi, entre 2 cours de judo, sans tatami. Donc c'est très très précieux. Je vous mets aussi le lien de ce programme Judo Salon en commentaire. Troisième différence, c'est que lorsqu'on travaille à 2, on change à chaque cours de partenaire. Il n'y a pas de uke attitré comme on voit souvent dans nos clubs ou en stage quand on est en France. Alors moi, j'ai toujours été un petit peu contre l'idée de changer beaucoup de uke, par exemple, quand on est en stage, parce que je trouve que quand on découvre une technique, c'est déjà pas évident de la découvrir, en plus de s'adapter à un nouveau uke. Donc si on change toutes les 5-10 minutes ou tous les cours,
pour moi, j'ai toujours trouvé que ça me ralentissait. Sauf que là, ça a super bien marché. Pourquoi? C'est ce que je disais tout au début et déjà une ou deux reprises. C'est qu'en fait, comme les hookers sont tous excellents, qu'ils ont tous très bien appris leur rôle de hooker, c'est super facile de changer. Et du coup, même si c'est pour avoir un hooker de poids ou de taille différente ou même de grade différent, qu'il soit ceinture blanche débutant, ou très avancé, etc., ou plus grand ou plus petit, peu importe, on va à chaque fois vraiment bien travailler ensemble. Ça, j'ai trouvé que c'était assez magique. D'ailleurs, juste entre parenthèses, les débutants, j'en ai vu notamment une qui commençait vraiment ses premiers cours au Kangeko. Elle n'a pas fait les cours avec nous. Pendant 3 ou 4 cours d'affilée, elle a fait 1 heure complète que sur les chutes. Et vraiment, chaque jour, je me disais, oh, mais la pauvre, comment elle fait, ça doit pas être marrant. Mais elle n'a fait que ça pour avoir exactement le bon placement du pied, le bon placement du corps, pour savoir vraiment très bien chuter. Donc, 4e grosse différence qui m'a vraiment marquée, c'est que les hauts gradés participent au cours comme tout le monde. En fait, on voit ces personnes qui sont vraiment d'un certain âge. Je sais qu'il y en a qui ont largement dépassé les 80, qui approchent des 90 et qui font les exercices, les uchikomi, le tando korenshu. Et ça m'a fait rire parce que je les vois même certaines j'ai vraiment vu que c'était des copines qui rigolaient ensemble à faire ça. Donc c'est dans la bonne humeur, le plaisir. Mais il y a aussi des hauts gradés qui sont toutes jeunes, comme par exemple Nakamura qui est avec nous, qui est triple championne du monde, double médaillée olympique. Elle a tout fait avec nous, depuis l'échauffement des crevettes jusqu'au travail des techniques, nagekomi, tando korenshu. Il n'y avait aucune différence. Et là, j'ai vraiment pu observer et comprendre combien le judo pouvait se pratiquer toute la vie, juste dans le plaisir de pratiquer, même quand on est déjà champion, même quand on a 80 ans passés, c'est pas la question. En France, je trouve qu'on a plus tendance à voir les hauts gradés ou les anciens champions comme des intervenants, des professeurs, et rarement comme des pratiquants qui travaillent pour eux-mêmes, qui apprennent encore au quotidien. Alors bien sûr, je dis c'est une tendance, c'est loin d'être le cas de tous les hauts gradés, mais c'est un peu l'image l'image que nous renvoient les hauts gradés ou les anciens champions. On va plus les avoir comme des intervenants que comme des collègues judokas qui travaillent avec nous. Enfin, dernière grosse différence que j'ai notée, c'est que le sensei prend très souvent 5 minutes, ici, à droite, à gauche, peu importe, au milieu du cours, pour nous raconter une histoire ou partager une expérience un petit peu philosophique. Et c'est toujours un enseignement, mais pas du tout sous forme de morale ou de devoir ou de vous devriez faire ça. C'est plutôt sous la forme d'un partage de pensée. Et j'ai trouvé que c'était vraiment capital. D'ailleurs, ça ramène même implicitement à l'objectif initial de Jigoro Kano, qui est de s'améliorer pour améliorer la société grâce au judo. Et en fait, c'est grâce à ces petits, on va dire, mondo miniatures où pendant 5 minutes, le sensei s'exprime sur son expérience, sur ce qu'il a pensé, sur ce qu'il a vu, etc. Voilà pour les grosses différences sur le cours technique. À 6h30 le matin, c'est l'appel du Kangeko. Donc là, il faut être présent les 10 jours sans exception pour recevoir ce fameux diplôme du Kangeko. Juste après l'appel, ce sont les randori. Les 4 classes peuvent se mélanger et nous sommes même invités, par exemple, à aller faire avec les enfants. Par contre, il est rappelé très très clairement au début du Kangeko par le responsable du dojo que si on fait randori avec un plus fort que soi, alors il faut vraiment attaquer beaucoup le plus possible. Si on fait randori avec moins fort que soi, alors il faut vraiment prendre soin de maîtriser les projections, retenir la chute, vraiment prendre soin du partenaire. Ça a été largement rappelé. Là encore, il y a des règles différentes durant les randori par rapport à chez nous en France. Il n'y a pas de chrono. Chacun invite qui il veut et fait randori le temps qu'il veut avec la personne. Au début, c'est un petit peu déstabilisant. On ne se rend pas trop compte quand est-ce qu'on doit arrêter. Et puis finalement, quand on prend l'habitude, j'ai trouvé ça super confortable et agréable. Ça permet aussi, quand on a un bon feeling on est dans un randori vraiment super sympa où ça passe bien, de le faire durer un long moment. Et puis dans des randoris qui sont peut-être un peu plus difficiles, avec un partenaire avec qui ça passe moins bien, on n'est pas obligé non plus de s'éterniser. Donc j'ai trouvé ça vraiment très agréable. Une deuxième petite différence, c'est qu'on salue à genoux même pour les randoris debout, et on le salue à genoux sur le bord du tatami, pas au milieu du tatami là où on va combattre. Donc si on est face à Jigoro Kano, sur le côté du tatami qui est face à Jigoro Kano, alors c'est comme en technique pendant le cours, c'est le plus gradé qui se met à droite, et si on est sur l'un des côtés droite ou gauche de Jigoro Kano, alors le plus gradé se met du côté le plus proche de Jigoro Kano, soit à droite, soit à gauche du coup. 4e différence assez fondamentale, c'est que pendant ces fameux randori, vraiment l'état d'esprit c'est de se tenir droit et de chercher à beaucoup attaquer sans bloquer le combat par une attitude défensive. En fait, les randori sont vraiment super dynamiques, très mobiles,
Ils sont pas du tout faciles ni mous, hein, loin de là, mais dans un état d'esprit qui est vraiment d'exercice de travail. D'ailleurs, quand ils appellent le temps du randori, ils disent randori geiko, comme kan geiko. Geiko, c'est l'entraînement, l'exercice. Et si on est un tout petit peu attentif à comment font les Japonais, je trouve que c'est pas si dur de se mettre dans leur état d'esprit, de se mettre, on va dire, dans le même mouvement. Et c'est hyper agréable à faire. On ne perd pas de temps avec des batailles de kumikata infinies. On peut passer beaucoup de techniques. On chute plus souvent aussi, mais on fait chuter plus souvent aussi. Et c'est vrai que je suis assez convaincue que du coup, on progresse plus vite. Pendant cette phase de randori, j'ai pu observer les enfants qui faisaient le Kangeko comme nous, de 5h30 à 7h30 du matin avant d'aller à l'école, durant les 10 jours. D'ailleurs, c'était assez marrant de les voir arriver à chaque fois avec leur cartable et s'imaginer que juste après, ils partent à l'école. Et dans mon journal quotidien, j'ai relevé tous les points qui m'ont marqué. Je pense que c'est super important d'observer les enfants parce que comme ils sont au début de leur progression, en fait, on peut facilement voir les bases qui sont transmises par leurs professeurs. Si on voit des enfants faire randori tout penché, les bras tendus avec une technique par minute, bah forcément, c'est des enfants qui ne reçoivent pas le même enseignement que ceux que j'ai vus là au Kodokan, qui se tiennent droit, un kumikata très propre, une technique toutes les 15 secondes, ils sont tout le temps en train d'attaquer. Et donc ça m'a vraiment permis pour ma propre pratique d'en déduire les bases à travailler encore et encore. Et je le raconte dans mon journal quotidien. Donc pour rappel, si vous voulez tous les détails sur cette partie enfant, je vous laisse vous inscrire. Toujours la même chose sur le lien qui est dans la description. À 7h30, c'est le gong de la fin. Donc ici au Kodokan, mais c'est assez régulier au Japon, il y a cette espèce de gros tambour sur lequel on frappe, qu'on appelle le taiko, avec un rythme à respecter, qui est d'ailleurs indiqué sur le taiko. Et là, tout le monde salue tout autour du tatami, silencieusement bien sûr, et on peut ensuite repartir en saluant le dojo, bien sûr. Alors depuis le Covid, il n'y a plus de petits déjeuners offerts au sous-sol comme c'était le cas avant, mais on peut rester pour travailler encore un peu si on le souhaite. Là, les hauts gradés travaillaient beaucoup leur kata parce qu'ils préparaient le Kagami Biraki, donc la cérémonie du Nouvel An. D'autres travaillent en Tondoko Renshu. Donc là, je voudrais faire une petite pensée à ma partenaire de 4e dan Laetitia, puisque habitant loin, nous avons aussi beaucoup travaillé toutes les deux, chacune chez nous, en Tondoko Renshu. Sur nos katas. Et pour moi, c'est vraiment une façon de toujours trouver un moyen d'avancer et de progresser dans son judo, même quand on n'a pas de partenaire, même quand ceci, même quand cela. En fait, on ne se trouve pas d'excuses. Il y a toujours un moyen d'avancer, au moins un peu par soi-même. Et j'étais bien contente de voir que, même sur les katas, par exemple, eh bien, on a des 6e, 7e, 8e dan qui travaillent en Tondoko Renshu. À ce moment-là, le soleil s'est levé depuis un petit moment, même si on ne s'en est pas aperçu. C'est un moment qui est assez magique d'ailleurs, cette lumière qui rentre dans le dojo. C'est un petit peu comme si le soleil nous disait « ça y est, ta journée peut bien commencer ». Franchement, c'était mon moment préféré du matin. Et sur les premiers jours, j'ai vraiment pu constater que ça mettait une pêche d'enfer le matin. Donc vous verrez à travers mon journal de bord pourquoi sur les jours suivants, je n'ai pas constaté la même chose. Le dernier jour du Kangeko, ceux qui ont été là tous les jours reçoivent le fameux diplôme et c'est le temps des photos. Alors c'est vraiment un temps un petit peu instauré avec les sensei, les amis, la classe, etc. Donc tout le monde y passe. Et je dois dire qu'en fait ça laisse des très bons souvenirs. C'est aussi un bon moment pour un peu discuter, pour partager cette joie, pour se dire au revoir. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, par exemple, je suis super contente d'avoir mes photos du Shoshu Geiko parce que oui, il y a aussi un Shoshu Geiko, entraînement d'été cette fois-ci, tous les ans en juillet. Mais ça, c'est une autre histoire. Sur ce, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, bravo, c'est sûrement qu'elle vous a intéressé. Alors n'oubliez pas le petit pouce ou faire suivre à des copains, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et d'aider à ce que je puisse continuer à passer du temps à produire des contenus. Et puis, si vous voulez avoir un autre regard sur le Kangeko plus personnel, de ce que moi j'ai appris, comment je l'ai vécu, avec, comme je vous le disais, des grosses surprises auxquelles je ne m'attendais pas. Tout ça, ça se passe dans le journal de bord. Vous pouvez vous inscrire dans le lien en description. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures judo.